Hello tout le monde, comment allez-vous mes petites chéries? J'espère que vous allez bien, je suis bien content de vous voir. Oh, je suis tellement heureux de faire un stream avec vous. Ça, c'est ce que je devrais dire si j'étais un streamer normal. Voilà. Donc, c'est votre petit plaisir du jour. Je l'ai fait, je l'ai fait. Vous savez qu'il y a une espèce de convention tacite chez les humains. Ouais, il y en a plein en vérité. Mais il y en a une qui est assez amusante. C'est que quand on trouve un coin à truite, voyez, eh bien, on ne va pas patauger dedans, parce que c'est un coin à truite. Tout le monde veut choper les truites. Donc, par exemple, quand on se fait beaucoup d'argent sur, mettons, au hasard Twitch, par exemple, eh bien, il faut jouer les règles de Twitch. Parce qu'en gros, c'est un coin à truite, voyez. Un coin à con. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'endroit où on peut exploiter les gens bêtement, les faire payer pour rien du tout. Et donc, il ne faut pas aller patauger dans le coin à truite, on ne fait pas ça. Voilà, donc vous avez carrément des influenceurs qui peuvent vous envoyer des messages, des signaux même en vous disant je t'aime bien mais attention quand même. C'est un petit coin à truite, il y a de l'argent à se faire, tu vas arrêter de dire des choses comme ça aux gens quoi. Voilà. Et il se trouve que ces gens peut-être s'imaginent que quand je fais mes lives ou quand je parle et autres, je pense à leur nuire. Alors qu'en fait pas du tout. Peut-être que ça leur nuit mais moi j'y suis pour rien. Moi ça c'est mon truc, j'aime bien dire aux gens ce qui se passe. Voilà. C'est pas une question de vérité ou autre, hein. Il y a tellement de vérités, même de choses que j'ignore. On pourrait parler de tellement de trucs, de Pfizer, etc. Vous savez, j'avais tenté d'alerter il y a très longtemps. J'avais dit quand même, c'est curieux, Pfizer, sur la page Wikipédia, il y a une demi-page où on voit que les mecs ont pris des procès de tous les côtés, on voit qu'ils sont corrompus jusqu'à la moelle, on voit ils ont des liens avec la plupart des États, ils ont même été rejetés de certains pays parce qu'ils essaient de payer de s'acheter le pouvoir. Vous savez, c'était des fiches caviardées sur les effets secondaires à l'époque du vaccin. Et rappelez-vous, moi, j'ai jamais dit aux gens, ne vous vaccinez pas, mais je leur disais, mais si vous le faites, en faites pas une espèce de ligne éditoriale politique. C'est-à-dire que ne forcez pas les autres à le faire. C'est-à-dire que si vous le faites, faites-le à reculons. Parce qu'en fait, le mieux ce serait de pas se vacciner. Mais si vraiment vous êtes obligé, je sais qu'il y a des gens qui faisaient des cancers, vous savez, quand vous, voilà, moi je suis un peu ce milieu-là, voilà, les gens qui sont obligés d'être en public, bah eux, ils étaient contraints de se faire vacciner. Donc ils prenaient ce risque-là. Alors est-ce qu'inconsciemment ils se disaient, si moi je prends le risque, je veux que les autres le prennent aussi? Peut-être. Ce serait compliqué. Cette histoire, j'ai l'impression il va falloir attendre quelques décennies. Peut-être pas notre génération, une suivante, qui analysera tout ce qu'on a fait, qui se foutra de nous pour nos erreurs. Elle aura tort, parce que tout le monde se trompe. Ouais, ouais. Même ceux qui disaient qu'il fallait traiter comme des animaux ceux qui refusaient de se faire vacciner, même eux, il faut les excuser, ils se sont trompés. Ça arrive à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on ne sait pas qui se trompe et qui a raison. Est-ce qu'il faut soutenir l'Ukraine? Est-ce qu'il faut au contraire voir Zelensky comme un influenceur à la tête d'un pays pété au crack qui fait n'importe quoi et peut-être, hélas, elle est un peu plus du côté de la Russie, ce qui est pas beaucoup mieux. Fait que d'un côté, on a un vieux dépassé par les événements, limite bigot, croyant, donc c'est assez flippant. Et de l'autre côté, on a une espèce d'influenceur à qui on file des milliards et des armes qui tape sur son propre peuple. Ça, c'est la vérité, c'est comme ça, il faut le dire, hein. Ouais, parce que il a, je sais plus, c'est un truc énorme. Je sais pas s'il n'y a pas 60% de pro-russes en Ukraine. Du coup, ça, il le prend très mal. Voilà, c'est comme si un gros influenceur, il avait dans sa communauté, je vous parle en termes d'influenceurs pour vous faire comprendre, il avait dans sa communauté des gens qui le soutiennent, mais qui en fait soutiennent aussi un autre. Enfin, ils le soutiennent pas tant lui, mais sont surtout fans d'un autre influenceur. Vous voyez, genre, dès qu'il lance un live et qu'il y a l'autre influenceur qui lance son live, les gens le quittent. Il y a 60% de ces gens qui partent. Donc un jour, il est torpille, les mecs. Ouais. Ce qui se dit, ils me suivent, mais en fait, ils me suivent pas vraiment. C'est un peu ça, quoi. Il a l'air de le prendre mal, ça, en fait. Zelensky, il aime pas trop qu'il y ait des brebis galeuses dans son peuple. Voilà. Donc, bref, c'est compliqué aujourd'hui de savoir où est le vrai, où est le faux. Je pense que vraiment, aujourd'hui, si on doit définir l'imbécilité, c'est les gens qui pointent du doigt d'autres personnes qui ne pensent pas comme eux et qui disent que ces gars-là sont des imbéciles. Je pense que c'est l'erreur aujourd'hui. Parce qu'en fait, on se trompe tous. On peut tous se tromper aujourd'hui. J'ai envie de dire, on devrait tous se pardonner d'être un peu con. C'est horrible, hein, mais on devrait tous se pardonner d'être un peu con parce que personne n'est tout à fait juste. Voilà. Bon, après, il y a des trucs qui sont impardonnables. Voilà, il y a des trucs un peu. Il y a des gens qui débordent, il y a des gens qui abusent d'autres personnes. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour ce qui est des opinions politiques, il y a beaucoup de manipulation. Et croyez-moi, les mecs sont forts, hein. Quand tous les médias vous disent quelque chose, vous finissez par le croire. C'est compliqué, hein. Ça a dû vous arriver. Il y a des personnes qui font totalement confiance à ce qu'il y a à la télé, à ce que disent les médias, aux sondages. Il y a des personnes, si on leur dit 90% des Français sont favorables pour une réélection d'Emmanuel Macron, les gens vont dire ah oui, si 90% des Français sont réels. Moi aussi, du coup, je vais voter pour Macron. Comme ça, je fais partie des gagnants.
Je voulais expliquer ça. La combine du parce que ça rapporte beaucoup, parce que c'est ça qui va gagner. Du coup, il y a des gens qui se mettent de ce côté-là. On se met du côté de la victoire, on se met du côté des victorieux, on se met du côté des gagnants. Je sais pas pourquoi, c'est un vieux truc comme ça. Alors que c'est cool de soutenir justement ceux qui perdent, parce que bah ils ont une chance de gagner. Et donc du fait que au départ ils auraient pas dû gagner, s'ils gagnent, là c'est un vrai triomphe. Là t'es vraiment content. Mais être content parce que bah, ton équipe de foot qui de toute façon était déjà considérée comme gagnante, être content parce qu'elle gagne, c'est idiot. Elle était considérée comme étant gagnante. C'est marrant de voir une équipe considérée comme perdante qui gagne. Moi je trouve que c'est ça qui est beau dans la vie. Quand on joue à un jeu vidéo, on sait pas si on va gagner. Ce qui est cool, c'est que quand on est dans le ring, on bat un boss hyper balèze. Mais on est content, on se dit putain, je pensais pas que je le battrais. Voilà. Demain, peut-être que, je sais pas moi, Besancenot ou Poutou vont avoir le pouvoir. Et, bah, je veux dire, les mecs qui soutiennent ces gars-là peuvent être contents parce que, effectivement, voilà, c'est mal engagé, hein, ça va être difficile. Et donc, quand c'est difficile, c'est beau. Hein, le combat est beau quand il est perdu d'avance. Voilà, bref. C'était moi une petite touche personnelle, on va pas rentrer là-dedans parce que voilà, déjà il y a les réseaux sociaux, vous pouvez aller vous abreuver de toutes les opinions diverses et variées. Je vais quand même vous dire bonjour, parce que bah ouais, c'est pas parce que je suis en marge de Twitch que je ne respecte pas les codes de Twitch que quand même ça me fait pas plaisir de vous dire bonjour. Voilà, surtout on est dimanche, donc c'est un bon jour le dimanche. Oh, je vais être honnête, c'est un jour que je n'aimais pas quand j'étais jeune. Je m'ennuyais le dimanche. Oui, parce que le mercredi il y avait les animés, moi j'adorais ça. Donc il y avait les dessins animés à la télé, pas que les animés d'ailleurs. Et le dimanche, il y avait des vieilles séries. J'ai toujours du mal avec les trucs dépassés. Souvent en France, on achetait des licences de films de séries américaines qui étaient dépassées. On avait des séries qui avaient, sans vous mentir, peut-être 20 ans parfois. On a eu Rawhide. Vous voyez, Rawhide, c'était une série avec Clint Eastwood. C'est un peu ce qui a fait connaître Clint Eastwood. C'était une série qui se passait dans le Far West, vous voyez. Et, euh, et on l'a eu, mais je sais pas, mais j'ai l'impression 30 ans après les Américains. Enfin, c'était un truc dingue, quoi. On a même des séries qui se faisaient passer pour des vieilles séries déjà aux États-Unis. On avait une série des années 80, c'était Happy Days. Et Happy Days, c'était une série qui se voulait rétro. C'est une série qui se passait pendant les années 70. Donc quand on est gamin et qu'on se retrouve avec un truc qui a l'air vieux comme ça, on a eu des animés aussi. On a eu des vieux animés qui étaient qui étaient dépassés, quoi, des vieux trucs. Paul le pêcheur, par exemple, voilà, qui inspirera d'ailleurs Gon dans Hunter x Hunter. Et oui, Gon, c'est pour ça qu'il a une canne à pêche. Voilà, ça s'appelait Paul le pêcheur en France. Et c'est un vieux truc au Japon. On a eu Ultraman. Je crois qu'il est resté 15 jours. Personne ne regardait sur la 5. On a eu Ultraman, qui était une vieillerie japonaise. C'est assez incroyable en France, et on a eu des trucs décalés comme ça. Je crois que même Goldorak, quand on l'a eu déjà, c'était vieux. C'était plus vieux. On l'a eu peut-être, je sais pas si on l'avait eu 5 ans après le Japon ou plus. Ah, c'est assez incroyable, et j'ai du mal avec ça en fait. Moi j'aime bien l'avenir, j'aime bien les nouveaux trucs, et rester dans le passé, c'est un truc qui m'inquiète. Ouais, c'est un truc qui me. Je sais pas comment le dire. Par exemple, en ce moment, il y a Dead Space. Ouais, ils sont en train de rééditer Dead Space. Moi, Dead Space, c'est un jeu qui m'est tombé des mains. C'est un jeu, les journalistes qui manifestement avaient des contrats juteux avec Electronic Arts vous disaient ah oui, c'est le nouveau Resident Evil 4. Pas du tout, hein. C'est incomparable, hein. Resident Evil 4, c'est un chef-d'œuvre. Dead Space, c'est un gros jeu, Dead Space. Ouais, c'est un jeu où il y a des moyens. Mais c'est tout, quoi. C'est un gros jeu, il est propre. Moi, je m'ennuyais en jouant. Je me forçais, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me forcer. Voilà. D'ailleurs, j'ai fini récemment. Là, vous demandez peut-être ce qu'on voit à l'écran, c'est vrai, je devrais vous le dire, mais on va en parler peut-être après. J'ai fini récemment EDF 5, donc Air Defense Force, qui est un jeu purement japonais que j'ai découvert à l'époque sur PS2. J'avais eu le premier, je vous avais raconté l'histoire. C'était en fait au Japon, il y avait une boîte comme ça qui avait décidé de faire des jeux pas chers. Et donc c'était avec une petite équipe restreinte, ils faisaient des jeux, ils en faisaient plein de jeux très différents. Et parmi ces jeux différents, qui coûtaient rien du tout, il y avait eu un jeu qui s'appelait Air Defense Force, qui m'a marqué, parce que j'ai trouvé ça très amusant, où donc on affronte des fourmis géantes. C'est dans une ville, et en fait vous avez un... C'est un jeu très basique, hein. Vous avez une arme surpuissante, et vous avez des fourmis géantes, des araignées géantes, plein d'insectes géants, il faut nettoyer les villes comme ça. Et c'était marrant. Moi je m'étais vraiment... marrant c'est un vieux mot, hein. C'était amusant. Faut que j'arrête de dire marrant. Mais je crois que j'arrêterai pas. Parce que je me souviens même de la première fois que je l'ai entendu. J'étais tout gamin, j'avais pas 10 ans. Et depuis, voilà, il s'est gravé dans mon esprit. Et donc, ouais, c'était amusant comme jeu. Et donc, j'ai décidé un jour de relancer la machine, on va dire ça comme ça. De réessayer le jeu. Donc, j'ai attendu le cinquième épisode. Entre temps, je crois que j'en avais essayé un autre. Bref, j'ai surtout accroché sur le cinquième. Et là, je l'ai terminé. Il y avait 110 missions. Et je me suis bien régalé jusqu'à la 50e mission. Après, j'en avais c'était un peu, c'est pas que c'était pas répétitif, mais
J'avais l'impression d'avoir fait le tour du truc, quoi. Sauf qu'il a fallu aller jusqu'à 110. Voilà. Donc là, j'avoue que les dernières missions, j'étais vraiment pas chaud. Mais j'ai tout fait. Je voulais le finir. J'aime pas trop laisser les gens en plan. Voilà. Dead Space, vraiment, il m'est tombé des mains. Et puis il était sur le, je sais plus comment il s'appelle, la plateforme Electronic Arts. Et comme c'est pas Steam, moi je lance Steam naturellement quand je lance mon PC. C'est-à-dire que pour aller chez Ubisoft et chez Electronic Arts, ça me demande un effort supplémentaire. Du coup, bah, je faisais plus cet effort. Du coup, j'y suis jamais retourné. Et c'est pas un mauvais jeu, hein, Dead Space. C'est un jeu tout à fait bien fait. Mais moi, c'est ce que j'appelle un gros jeu. Voilà. C'est pas un jeu qui m'a marqué du tout. Il y a un côté un peu alien, mais là où Alien réussit, je trouve que Dead Space échoue. Il y a un côté un peu spooky. C'est-à-dire que pour vouloir nous faire peur, ils en font un peu trop. Oh là là, regarde, la tête se détache du corps. Oh là là, regarde ça, il est affreux le monstre. C'est que du visuel. C'est ce que j'appelle spooky, quoi. C'est pas ça la peur. Voilà. Même Resident Evil 4, qui est pas un jeu qui fait peur. Moi, je trouve que c'est plus un jeu d'action qu'un jeu d'ambiance. Enfin, c'est un jeu un peu d'ambiance quand même, si Resident Evil 4, mais il fait pas très peur. Mais même Resident Evil 4, je l'ai trouvé plus inquiétant. Beaucoup plus inquiétant que Dead Space. Le Dead Space, je sais pas, on dirait une grosse production hollywoodienne, mais qui tâche, vous voyez. La grosse production qui tâche, un peu à la Transformers, vous voyez. Avec des gros noms derrière, des gars habitués à nous faire des gros films pour Monsieur Tout le Monde. Je sais pas, j'ai vraiment pas trop accroché. Donc je vais, peut-être qu'un jour quand il sera pas cher, peut-être que j'essaierai de faire le remake. Ils ont peut-être amélioré des trucs, je sais pas, je peux pas dire. Enfin, je suis curieux. Mais voilà, c'est vraiment tout le monde en parle en ce moment. On voit bien que les influenceurs ont été arrosés, quoi. D'ailleurs, je me posais cette question. Pour les gens qui suivent des influenceurs sur Twitch, ça doit être difficile parce que quand tout le monde se met à faire la même chose, quand t'as d'un coup des milliers d'influenceurs qui vont parler de Dead Space parce qu'ils ont tous été arrosés par Electronic Arts, tu choisis comment? Ouais, qui tu vas voir? C'est compliqué, hein, ces histoires. Je me dis, c'est un peu la guerre des clones, hein, sans faire de mauvais clin d'œil à Star Wars. Mais d'un coup, c'est la guerre des clones, quoi. Tout le monde fait pareil. Bah, c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou, je trouve. Voilà. Donc tu en choisis un, tu te dis, allez, comme tout le monde, on se met en ordre. Allez, allez, on se met dans le rang. Allez, on marche au pas. On va voir l'influenceur qui joue à Dead Space. On va voir l'influenceur qui joue à Dead Space. Tout, 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 tout. Ça y est, c'est tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Il y avait beaucoup de. J'invente la musique là, hein, mais c'est très années 80, ça. Il y avait. Dès qu'il y avait des films des films sur la guerre ou des films qui se moquaient de l'ennemi. On va pas rentrer dans ce débat, là aussi il y aura beaucoup de choses à dire. C'est intéressant comment les pays font des films après une guerre, comment ils font des films pour se foutre de la gueule de l'adversaire. Quand on regarde par exemple en France, on a eu un film très célèbre avec Bourvil et De Funès, dont le nom m'échappe. C'est un film hyper connu parce que c'est celui qui avait rapporté le plus d'argent. Voilà, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, c'est un film sympathique. Il y a aussi La Vache et le Prisonnier avec Fernandel qui est très sympathique. Mais le traitement de l'ennemi m'agace. La façon dont sont montrés les Allemands m'embête. Il y a un côté trop potache, quoi. C'est parce que c'est l'ennemi, il faut le ridiculiser. Alors, je pense qu'il y avait moyen de faire le même film en étant tout à fait respectueux des Allemands, tout en étant drôle et en montrant bien que c'était des connards, quoi. C'était suffisant de montrer que c'était des connards. Mais en faire des débiles, c'est un truc, ça passe pas. Il y a une scène dans La Vache et le Prisonnier, donc, qui est un bon film, hein. C'est tiré d'un roman en plus. Très bon roman. Et vous avez le personnage principal qui doit traverser en fait le Danube, donc le grand fleuve allemand. Et en fait, arrivé vers le milieu du pont, c'est un long pont qui a été fabriqué donc sur le moment, hein. C'est un pont fabriqué par l'armée en gros pour traverser, pour traverser le Danube. Excusez-moi, ce n'est pas un pont en pierre, c'est un pont on va dire qui va pas durer. Voilà, c'est un pont qui est posé là c'est pour des raisons militaires. Et donc il y a le héros. Donc dans l'histoire, c'est un gars qui essaie de s'échapper d'Allemagne avec une vache. C'est-à-dire que son truc, c'est que il s'échappe d'un stalag. Et pour s'échapper, il se fait passer pour un type qui en gros va promener une vache. Donc à chaque fois que des Allemands lui posent des questions, il dit oui, je fais partie du stalag machin, je suis juste, j'amène la vache au pré pour qu'elle aille. Et donc son but, c'est de se rapprocher de la frontière, de se barrer. Ce qui est marrant déjà comme concept. Et ce qui en fait un bon film. Moi, je trouve que c'est un bon film. Puis mais il y a cette scène, il y a quelques scènes comme ça où il faut ridiculiser les Allemands. Donc il y a une scène que je pense peu probable, parce que logiquement c'est des faits réels, hein, ce qui est raconté dans le film. Mais celle-là, je la pense peu probable. Où il y a donc le personnage principal et sa vache qui empruntent ce pont, et ce pont est tout fin. Donc il n'y a qu'une personne en gros qui peut passer. Et il se trouve qu'en face, il y a l'armée allemande qui avance.
Et comme ils se retrouvent coincés et que la vache ne veut pas reculer, les Allemands sont obligés de se pousser. Vous voyez, donc ils se mettent sur le coin pour laisser passer la vache. Donc il y a la vache qui passe avec ce gars-là. Et donc ça fait une espèce de grand moment un peu comique où les Allemands se mettent droit et en gros c'est comme s'ils étaient au garde à vous devant une vache qui passe devant eux. Voilà. Voilà. Je me suis dit bon là, alors que je trouve le concept plutôt pas mal. Je trouve que c'est un film sympa. Mais les deux trois fois où ça ridiculise les Allemands, c'est pas terrible. Et ben il y a une scène dans ce film par exemple, ouais, qui est géniale où c'est donc ce détenu qui essaie de s'échapper avec sa vache se retrouve coincé dans une ferme parce que la vache, manifestement, a des accointances avec un taureau. Et il n'arrive pas à la faire partir, en fait, elle est avec ce taureau. Et il y a la famille qui vit là, c'est une famille allemande, c'est pas des militaires, qui, qui peut, à la limite, donc ça c'est une scène intéressante parce que ça peut vouloir dire que l'auteur veut se foutre de la gueule des militaires, plus que des Allemands peut-être. Je sais pas. Donc voilà, c'est en gros, c'est une scène vraiment intéressante cette scène-là puisque il se retrouve à manger avec cette famille. Donc c'est une famille allemande normale et il leur explique donc il promène cette vache donc puisque c'est sa couverture et il y a une jeune allemande qui est là qui dit mais reste avec nous, mange avec nous et et on lui dit vous venez d'où et en fait donc c'est Fernandel qui joue donc évidemment il vient de Marseille voilà. Et il dit je viens de Marseille et là, il y a lui il parle français, eux parlent allemand. Heureusement, il y a la fille qui parle français, donc elle traduit ce que disent les parents. Eux, ils parlent allemand. Et elle lui dit pas trop fort parce que c'est là où est parti mon frère. Et ça ferait pleurer ma mère. Et il y a le héros de l'histoire qui est en train d'éplucher des pommes de terre parce qu'il leur prépare des frites. Parce qu'il veut vous faire des frites à la française, quoi, comme on les fait à Marseille. Et, euh, et il la regarde et il est triste pour elle, alors que c'est les Allemands, vous voyez, c'est les ennemis. Donc c'est pour dire que la guerre, elle est dure pour tout le monde. Et il dit les hommes sont des imbéciles, ils vont se battre. Finalement, il y a que c'est dur pour les femmes de perdre leur fils et leur mari. Et j'ai trouvé ça joli, voilà. C'est vrai qu'il y a. Alors oui, vous allez me dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui décident pas, qui sont obligés de partir à la guerre. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se font avoir par les gouvernements et qui pensent vraiment que l'ennemi, c'est l'ennemi, qu'il faut le tuer. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur les opinions politiques. Comme on nous manipule. Vous savez, la gauche dit du mal de la droite pour que vous votiez pour elle, pour vous protéger de la droite. Et la droite dit du mal de la gauche pour que vous votiez pour elle, pour vous protéger de la gauche. Enfin, vous avez compris la combine, hein, voilà. Donc méfiez-vous des gens qui scandent comme ça. Oui, on va les affronter, on va les battre parce que nous, on pense à la liberté, la bienveillance. Mais tout le monde, comme disait l'autre, l'ennemi est idiot, l'ennemi est idiot, il croit que c'est moi l'ennemi. Vous voyez, c'est chacun a ses raisons, quoi. Donc le monde est complexe. Ne vous laissez pas avoir par la facilité de croire que le monde c'est noir et blanc, qu'il y a les gentils et les méchants. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Bref, je vous ai dit que j'allais vous dire bonjour. Je vois qu'il y a une IB. Et je sais pas ce qu'elle. Je vous lis la phrase, mais je sais pas de quoi elle parle. Elle doit répondre à quelqu'un. Il y a Altef4 qui nous dit personnellement, quand les influenceurs sont tous sur le même jeu en même temps, j'en cherche un qui fait autre chose. Oui, c'est le mieux à faire. Voilà. Et puis il faut désabonnez-vous. Désab- Putain, celle-là, ils vont pas la laisser passer. Je pense que je suis mort. Bon, mais c'est mon dernier jour, vous me verrez plus. Vous vous désabonnez. Vous savez, les influenceurs qui font le même jeu que les autres, vous vous dites c'est des suiveurs. Et un suiveur, faut pas le suivre, parce que du coup, vous suivez personne. Si le mec, il a pas un truc, il a pas une ligne de conduite qui lui est personnelle, si c'est un suiveur comme les autres, vous vous désabonnez, vous dites bah non. Vous imaginez déjà, lui, il suit. Il suit une tendance, et vous le suivez. Vous suivez un suiveur. Déjà, lui, c'est pas très noble, vous voyez, c'est presque indigne. Hein. Vous êtes pire encore. Vous suivez un suiveur, vous êtes impardonnable. Donc ne suivez pas les suiveurs, vous vous désabonnez. Voilà, tous ceux qui vont parler de Dead Space, allez, ils sont tous à genoux devant Electronic Arts, à recevoir leur chèque. C'est bon, c'est signé, vous voyez. Barrez-vous. Barrez-vous. Ah ouais, cassez-vous, fuyez. Voilà. Il y a Misama qui dit le problème de la gauche, c'est qu'elle s'est énormément divisée et perdue. Oui, alors la gauche n'est plus la gauche en fait. C'est le problème, c'est que à la base la gauche c'est un mouvement politique qui se préoccupait des tout petits en bas. Il se préoccupait des gens qui travaillaient, il se préoccupait des ouvriers qui tentaient comme ça de survivre. Et ils avaient bien compris, on va pas reparler de Robespierre, mais ils avaient parfaitement compris que le monde, enfin le monde surtout en France, mais même dans d'autres pays, est divisé en deux classes quoi. Il y a il y a la majorité qui travaille et puis il y a une minorité qui exploite le travail de cette majorité. Et la gauche au départ, qui du coup effectivement avait des tendances plus marxistes, c'était une gauche qui se souciait justement de cette majorité, de ce peuple écrasé qui n'a pas l'armée, qui n'a pas d'armes, et qui du coup doit obéir, parce que si jamais il se révolte, on l'a vu, Macron fait intervenir
une milice qui va éborgner ce petit peuple, lui arracher des mains, le frapper, l'enfumer, donc l'empoisonner. Voilà. Et donc c'est terrible parce que vous savez que dans l'histoire, c'est amusant, hein, mais à travers l'histoire, à un moment, à un moment, Paris a dû armer le peuple. C'est-à-dire qu'à un moment, Paris se faisait attaquer et ils n'avaient pas le temps. Et le seul moyen, c'était d'armer le peuple pour que le peuple lutte contre cette invasion. Et ils ont donné des fusils. Ils ont distribué des centaines, des milliers de fusils au peuple. Et donc le peuple a fait son travail. Hein. Donc il s'est débarrassé de l'ennemi. Et ensuite, donc c'était gratuit. Hein. Ils ont donné les fusils comme ça. Et ensuite, ils ont payé le peuple. C'est-à-dire qu'ils donnaient de l'argent et une sacrée fortune. Hein. Genre, je sais pas si c'était pas plus d'un jour de salaire. Ce qui est beaucoup, hein, pour l'époque. Et il donnait donc un jour de salaire à chaque individu qui avait un fusil pour que l'individu rende le fusil. C'est vous dire à quel point les mecs ont parfaitement conscience que si le peuple avait des armes, peut-être qu'il se débarrasserait de cette petite minorité qu'il exploite. Voilà. Donc c'est pour vous dire, c'était il y a longtemps. Hein. Je crois que c'était même avant la Révolution française. Donc déjà, ça veut dire que les gars qui sont dessus ont parfaitement conscience qu'ils sont nos ennemis. Et que si nous, on avait davantage de lucidité, au lieu de nous taper dessus entre nous, de dire que notre voisin, parce qu'il n'a pas la bonne couleur, parce qu'il n'a pas la bonne religion, parce il dit qu'il est à gauche et que moi je dis que je suis pas à gauche, que lui il dit qu'à droite et que moi je suis pas à droite, c'est au lieu de dire que l'ennemi c'est le gars qui est à côté, c'est le gars dans l'autre pays qui en fait est comme nous. Hein. Les vrais ennemis en fait c'est le petit groupe qui exploite le grand. Hein, quand on voit les pourcentages, enfin, moi je suis auteur donc je peux vous le dire. Hein. Quand on sait qu'un éditeur, un distributeur, après ils se partagent entre eux, ça je veux pas savoir. Hein. Mais les gros, c'est-à-dire les distributeurs, les éditeurs, ils vous prennent plus de 90% de ce que vous faites. On touche 3,5% chacun, NIB et moi. C'est qu'additionné, on a 7%. C'est pathétique. Hein. Je vous dis à ça, j'aurais envie de pleurer, quoi. C'est pathétique. C'est là on avance sur le tome 5. Elle fait un travail incroyable, hein, NIB. C'est un peu lent, mais c'est normal. D'abord, c'est un gros volume. On vous fait à chaque fois des gros volumes. Ensuite, ils sont hyper soignés. Enfin, je vais pas vous mentir, c'est le plus beau manga français qui existe. Hein. Enfin, c'est clair. C'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour NIB. Ce qu'elle fait là, il n'y a aucun autre mangaka qui le fait. Il y en a des très bien. Hein. Aujourd'hui, j'en compte 10. Il y a 10 mangaka français. Ils ont augmenté. Il y a 5 ans, j'en comptais 4. Aujourd'hui, j'en compte 10. Il y a 10 auteurs français valables. C'est-à-dire que, quand je dis valable, c'est mon point de vue, attention. C'est-à-dire que si j'étais éditeur, il y en a 10 que j'éditerais. Voilà, pas plus. Et ça veut dire que vraiment, on s'améliore, c'est de mieux en mieux. Si je prends en compte l'Allemagne, l'Espagne, c'est pareil, hein, ils ont des auteurs vraiment brillants. Il y a une poignée d'auteurs en Allemagne, une poignée d'auteurs en Espagne, pareil, qui sont éditables. Ce qui veut dire que l'Europe se débrouille de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'en gros, on doit avoir une vingtaine d'auteurs dans l'Europe qui n'ont rien à envier au Japon. On a une vingtaine d'auteurs qui ont enfin compris que le but, c'est pas de dessiner comme les Japonais, que le but, c'est de maîtriser la narration graphique, on va dire, rythmée. Parce qu'en Occident, on rythme pas. En Occident, on faisait de la BD et on est une génération, toute une génération qui descend d'Astérix, de Gaston Lagaffe, de Franquin, de Tintin. Et en fait, on a du mal à comprendre. C'est un truc incroyable. Hein. Malgré les années, malgré les décennies, il y a encore des auteurs qui ne comprennent pas. Il y a encore des gens qui pensent que Last Man c'est un manga, alors que Last Man n'est pas un manga. Voilà. Et c'est triste parce que les gens qui ont commencé il y a longtemps n'ont pas bien saisi ce que c'était un manga. Et du coup, ce qu'ils font, c'est hybride. Moi, je peux pas appeler ça du manga. Il y a une tentative, c'est du presque manga. Ça va vers le manga, mais c'est pas du manga. C'est de la BD japonisante. Voilà. Et il y a heureusement, on a quand même des gens maintenant qui y arrivent. Ce qui provient que j'avais raison depuis le départ, que c'est pas une question de nationalité, c'est une question d'assimilation. On commence enfin à assimiler la façon de faire pour faire quelque chose qui est plus cinématographique que BD. Parce que c'est pas une question de manga en fait, c'est plus une question de cinéma. Ce qu'on raconte doit ressembler à un film en fait, à un animé. C'est-à-dire que la façon de raconter les choses doit être fluide. Il y a un rythme. Et les mangas, c'est ça en fait. C'est des animés sur papier. En gros, hein, parce que évidemment, je dis des conneries là parce que je schématise, mais c'est pas ça, c'est pas des animés sur papier, mais c'est en gros. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est un board en fait. C'est un board qui a un rythme particulier. Et on a un mal fou à comprendre ça, encore aujourd'hui. Hein. Je vois des gens qui ils voient une BD, mais une vraie BD, avec vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un rythme qui est un rythme de BD. C'est-à-dire que c'est case après case, il y a zéro fluidité. Ça raconte une histoire qui est extrêmement morcelée. Mais le personnage, il a des pics dans les cheveux.
On dit c'est du manga. Mais c'est pas le dessin qui fait un manga. C'est-à-dire, il y a des mangas qui ont un style de dessin qui fait plus occidental que les occidentaux, hein. Il y a des mangas, ils ont un style. Otomo, il a un style universel. Même Oda, il a un style plus universel que japonais. Même Toriyama. Au Japon, des petits yeux comme ça, noirs, sans blanc autour. C'est l'école belge, ça. Il faut remonter à Tezuka pour trouver ça. Et Tezuka, il s'inspirait de Walt Disney, d'entrée. Donc c'est occidental tout ça. Si tu veux un truc japonais, il faut aller chercher Masami Kurumada. C'est-à-dire que c'est des grands yeux avec des étoiles, etc. Ça, c'était l'école japonaise. En vérité, il y a de l'Occident hein, dans le manga. Mais c'est pas le dessin, c'est la façon de raconter. C'est le rythme. Et il y a des auteurs, 20 ans après, ils ont encore du mal à comprendre. Voilà. C'est un peu dommage ou pas, je sais pas. Après, écoutez, moi si ça leur plaît comme ça, mais c'est ce qui compte. Mais par contre, voilà, moi je considère que ceux qui commencent à comprendre, là, il y en a une dizaine. Actuellement, si j'étais éditeur, je pourrais avoir 10 titres. Parce qu'il y a une dizaine de gars qui se débrouillent bien. Après, scénaristiquement, c'est pas toujours ça, mais je peux pas leur jeter la pierre. Souvent, c'est des dessinateurs, ils sont tout seuls, ils sont pas scénaristes, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, ça fait illusion, on va dire. Ça raconte un truc, plus ou moins. Mais finalement, ils dessinent bien et c'est ce qui compte. Puisque c'est des dessinateurs, c'est pas des scénaristes. Donc, je préfère les juger là-dessus. Voilà, donc on s'améliore. Ouais, et arrêtez, il y a Shadows qui dit la manfra, arrêtez avec ces mots. Maintenant, il faut dire quand c'est réussi. Quand c'est réussi, il faut dire du manga fait par un Français. Même pas du manga français. C'est pas du manga français en fait. C'est du manga fait par des Français. Les 10 dont je vous. Voilà, les 10 que j'ai en tête, c'est du manga fait par des Français. C'est pas, pour moi, c'est pas du manga français. Voilà. Oui, mais après, j'en vois c'est des super dessinateurs, mais la question est pas là, hein. Je suis pas en train de dire que c'est des mauvais. Il y a des mecs, même c'est des génies, hein. Il y a des gars, ils ont un trait, ils illustrent, c'est Gustave Doré. Mais ils n'ont pas compris le principe narratif, on va dire cinématographique, de la narration du manga. Ça fait deux fois narration, mais c'est pas grave. Du récit fait utilisé dans le média manga. Mais c'est pas que c'est pas des bons dessinateurs, au contraire, c'est des très bons dessinateurs. C'est juste qu'il y a un truc qui pige pas. C'est comme si vous preniez un type qui est très très doué pour faire la cuisine, c'est un très bon cuisinier, et vous lui dites fais-moi des ramen. Et le gars il vous fait des ramen qui ont un goût de lasagne. Mais c'est un super cuisinier, mais il a fait des lasagnes. Et je lui dis mais non, je t'ai demandé des ramen. Les ramen c'est particulier, c'est une soupe, déjà, c'est pas une sauce. Une soupe c'est pas une sauce. C'est pas pareil. Quand tu veux faire un manga, alors tu dois respecter le média. La question, c'est pas de faire comme les Japonais, parce que les Japonais font tout. Il y a tous les genres au Japon, ça n'a rien. La nationalité, ça ne veut rien dire. Lisez Kaiji, quoi, mais Kaiji, c'est illisible. Lisez One aussi. Lisez ce que fait One avec Mob Psycho 100, c'est illisible. Je veux dire, c'est rien à voir avec la nationalité. Non, c'est le respect du média. Si vous faites un film, vous faites un film. Vous faites pas, je sais pas comment dire. Vous faites pas un roman photo, c'est un film. Un film, c'est un média. Le cinéma, il y a des écoles de cinéma, il y a une façon de faire le cinéma. Ben, un manga, c'est pareil. Pour moi, le manga, c'est pas de la BD, c'est pas du comics. Chaque école a sa façon de faire. Et si vous réclamez d'une école, alors il faut la respecter. Ou alors vous ne vous réclamez pas. Ça, c'est le mieux. Voilà, une fois, j'avais entendu un auteur qui disait ça, j'avais trouvé que c'était hyper intelligent. Il disait, moi, je m'en fous. Il disait, moi, tout ce que je veux, c'est raconter une histoire. Que ça fasse BD, que ça fasse manga, que ça fasse comics. Je trouve que c'est la réponse ultime. Parce que lui, il a raison. Et lui, je peux rien dire. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est comme quand un influenceur dit oui, moi je suis quelqu'un de gentil, je fais des vidéos, c'est pour vous divertir, alors que le mec il passe son temps à faire des OPSP. Bah, évidemment qu'il fait ça pour l'argent. Mais dis-le, enfin c'est pas grave, hein. On aime tous l'argent, hein. C'est pas, moi aussi j'aime l'argent, enfin y a pas de souci. Mais dis-le. Je regardais, vous voyez, j'étais tombé sur un post du joueur du grenier qui disait ouais avec Seb on a récupéré, on a Dead Space et il disait et il le marquait. C'est un accord avec Electronic Arts. Je sais pas ce qu'il disait exactement, mais il le disait. Mais voilà, il n'y a pas de honte, tu le dis, c'est tout. Quand je vois les gars qui disent, hé, les gars, vous êtes prêts à venir avec moi, on va rejouer sur Dead Space, on va avoir peur. Oh là là, on va avoir peur, on va jouer à Dead Space. Le mec, tout le monde va jouer à Dead Space. C'est donc, putain, au moins admets-le. Bon les gars, j'ai un contrat avec Electronic Arts, on va jouer avec Dead Space. Au moins, c'est la moindre. Je vais vous dire un truc, ça c'est le minimum. Ça c'est la politesse. Ça, c'est le bisou avant de faire plus à tes followers. Voilà, on va après. Voilà, il y a des préliminaires, etc. On va pas rentrer dans le détail. C'est eux qui rentrent dans le détail, justement. Donc je les laisse faire. Mais, putain, la moindre des choses,
Ok, on sait que ça fonctionne bien, Twitch, il y a de l'argent à se faire, mais au moins soyez honnête. Je veux dire, quand tu sais que ça va te rapporter de l'argent juste de jouer à un jeu vidéo avec des gens qui t'écoutent, au moins sois honnête, c'est la moindre des choses, putain. Enfin bon, c'est un truc, mais vous le savez, hein, ça fait 20 ans que ça me sidère. Il faudrait compter depuis combien de temps je suis sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et sur maintenant Twitch du coup. Mais ça fait longtemps que je dis ça. Au moins soyez sincères. Moi si demain, ok, il y a une boîte qui me contacte. Bon, il y a de fortes chances que je l'envoie bouler, mais bon, ça c'est mon caractère, c'est comme ça. Mais admettons, il me propose un jeu que j'adore. Mettons, c'est une boîte japonaise. Allez, on va être fou, on va dire un truc impossible. Mettons, c'est From Software. Ils me disent, voilà, on a Dark Souls 4. Donc Dark Souls 4 qui sort, bah, j'avoue que je serais content de l'avoir, hein, Dark Souls 4. Bah, je vous dirai From Software, ils m'ont filé le jeu. On va le tester. Et je vous dirai, bah vous savez quoi, on va le tester, mais on va tester impitoyable. S'il est pas bien, on le dira. Voilà. Mais je trouve ça triste, voilà. Aujourd'hui, on se soumet. Et pour moi, c'est grave parce que ça implique beaucoup de choses. Parce que quand on se soumet, déjà un influenceur qui se soumet juste pour un jeu vidéo, alors vous imaginez les autres médias, les médias mainstream, avec les histoires comme Pfizer, etc. Parce que vous savez, bon, Pfizer, évidemment, tout le monde essaie en ce moment de faire tomber le laboratoire. Et ce qui était inquiétant, c'est pas tant que le laboratoire soit pas très bienveillant et qu'il ait fait des choses manifestement pas très cool. Ce qui était inquiétant, c'est qu'il a des liens avec tout le monde, quoi. Si vous avez vu la série d'Opesic, où il y a Purdue, donc qui était pareil, hein, qui est un laboratoire, hein, qui a payé comme ça pour changer, on va dire, des dosages dans les médicaments et mettre davantage d'opiacés, ce qui fait que du coup, ça a créé des addictions mortelles, hein, pour les patients. Donc c'est des meurtriers, les mecs, hein, c'est les plus grands criminels, hein, qui soient. Et finalement, Pfizer, en plus, ils ont des liens avec Purdue, donc puisque c'est le même cabinet d'avocats. Donc McKinsey qui les conseillait tous les deux. Donc ils ont des liens avec ces. Donc McKinsey, Purdue, Pfizer, tout ça, bah, c'est un peu le même bateau. Donc évidemment c'est très inquiétant. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que du fait que ces gars-là aient versé de l'argent partout, ils ont des liens avec plein de médias, avec plein de gouvernements. Et si ces gars-là tombent, le problème c'est que c'est tout le système qui tombe. C'est quasiment toute la société. Donc il y a un moment tu te dis comment on fait pour faire tomber un élément qui est lié à tous les autres. Est-ce que c'est possible? En fait, c'est ça la question que je me pose. Moi, je suis cette affaire pour ça. Je me dis, si on fait tomber un élément, comment ça se passe avec le reste? Parce qu'ils sont tous accrochés. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible qu'un élément tombe sans que les autres suivent. Donc c'est quoi? C'est toute la société qui va s'effondrer. C'est nos gouvernements, c'est l'État. Tout devrait tomber. Donc je sais pas. La logique, c'est qu'en fait, il devrait être impossible de faire tomber Pfizer. C'est-à-dire que même si on peut prouver noir sur blanc, etc., qu'ils sont en tort, ça devrait être impossible. Parce que c'est un bloc. C'est un bloc avec les gouvernements de plusieurs pays, c'est un bloc avec des cabinets comme McKinsey, etc., qui est un cabinet de conseillers ultra puissant, pareil, qui a des liens avec tout le monde. Donc logiquement, on peut pas faire tomber ça. Logiquement, on peut pas. Donc je suis curieux, j'attends de voir ça. C'est ma série du moment. Je surveille, on verra ce qui va se passer. Ouais, il y avait le Rennes qui dit les gens oublient, une bonne campagne de communication suffira. C'est pas faux. C'est pas faux. Je vous avais parlé de ça il y a longtemps. Je vous avais dit que quelqu'un qui fait du mal, on finit par oublier. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle Jerem Star, qui a été blacklisté parce que, rappelez-vous, il y avait des histoires. Il avait fait, alors, c'était que des trucs glauques. Et là maintenant il revient. J'ai vu, ah ouais, la nouvelle émission, Jerem Star machin, et les gens le retweetent, etc. Le mec c'est un fumier, hein. Moi j'ai pas oublié. Je me souviens que ce gars-là a été écarté des réseaux sociaux. C'est une espèce de nouvelle Hanouna, quoi, qui est là, le mec est hyper malsain, et il revient. Il y avait eu aussi, je sais plus son nom, c'est un présentateur qui a essayé de faire un film, et on s'était rendu compte qu'il avait fait des attouchements sur des... alors c'était des jeunes garçons. Voilà, c'est Morandini. Voilà, merci Rougaï Saucisse. Ah, t'as un nom qui me donne vachement faim. Je sais pas si t'es du pays, voilà, mais Rougaï, voilà, ça me parle ça. Ça me plaît beaucoup. Voilà, et c'est cool parce que il y a, ça me fait plaisir de voir que Morandini a son nom qui a popé direct. Ouais, est-ce que c'est un réunionnais? Parce que Naibi dit un réunionnais, mais je sais pas, c'est comme pseudo. Alors peut-être, voilà, mais Rougaï Saucisse en tout cas ça me donne vachement faim là. Surtout que j'ai pas déjeuné. Et oui, ça me fait plaisir que Morandini ait popé direct, voilà, parce qu'effectivement, c'est des crapules ces gens-là.
et on oublie. Ah non, non, c'est bon, les gens ont oublié. Voilà, Jérém Star, Morandini, mais cramez-les ces gens-là. Cramez-les, quoi. Voilà. Et regarde ceci, si je ne suis pas réunionnais, mais j'aime beaucoup. Bah tu as bon goût. Moi aussi j'aime beaucoup. J'ai un souvenir j'avais un ami réunionnais. Et j'étais à une époque, j'étais bien malade. Mais je devais aller bosser. C'est comme ça. À un moment, il faut faire de l'argent. Sinon tu rentres en appartement et tu vas vivre sous un pont. Et ce gars, hyper sympa, m'avait amené du rhum. Alors je crois que c'est. Alors je sais pas si c'est pas lui qui le faisait lui-même. Je me souviens plus des détails. Bref, ça venait de sa patrie, quoi. C'était du rhum, pas le rhum qu'on achète en bouteille, hein. Et il m'en avait filé un peu. Moi, je bois jamais d'alcool. Et ce jour-là, il me disait, ouais, mais si, c'est comme un grog, quoi. Ça peut te guérir, etc. Et j'avais fait une exception, alors que j'en fais jamais. Et j'en avais vu un tout petit peu, voilà. Et effectivement, ça m'avait fait vraiment du bien. Voilà. Donc j'ai un souvenir corporel. J'ai un souvenir physique avec cette culture-là, qui est une culture très intéressante. Voilà. Et avec les plus grands cuisiniers qu'on ait. Parce qu'à chaque fois que j'ai mangé un truc venant de ces îles-là, je me suis régalé, quoi. C'est juste merveilleux. Cette cuisine mériterait d'être davantage mise en avant. Voilà. Ils ont une culture culinaire fascinante, ces gars-là. Il y a Issa qui dit la majorité des humains vit dans la matrice où l'histoire est réécrite fréquemment, seuls les éveillés se souviennent. Bah ouais, mais c'est quand même triste, quoi. On va tous finir comme Yoda, en fait. On va tous, pour ceux qui ont vu ma dernière objection, que je vous conseille d'aller voir, hein, sur Patreon, où à un moment je parle de Yoda, je pensais en parler pendant 5 minutes et j'en ai parlé une demi-heure. Où je fais tout. J'explique tout sur le personnage, parce que moi je considère que c'est le personnage le plus intéressant de l'univers de Star Wars. Et, j'explique que Yoda, c'est pas ce que raconte la prélogie, puisque la prélogie a été écrite après, et que donc Lucas, en fait, il a commencé à penser à un monde, à un univers étendu, à partir du retour du Jedi. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a écrit épisode 4, épisode 5, épisode 6, c'était une blague, hein. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais pensé écrire ce qu'il y avait eu avant. Et donc il y a pensé après l'écriture des 3 premiers films. Et donc ce qui fait que l'exposition scénaristiquement de Yoda, dans l'Empire contre-attaque, nous raconte quelque chose qui n'est pas ce qu'on peut comprendre si on regarde la prélogie. Parce que la prélogie nous raconte autre chose. Elle nous dit que Yoda en fait fuit l'ordre, elle fuit le nouvel ordre, l'Empire, quoi. Et en fait c'est pas ce que dit. Dans les propos de Yoda, c'est pas ce qu'on comprend. Ce qui fait que du coup la trilogie et la prélogie, pour les gens qui sont très précis, elles se contredisent en fait. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai du mal avec la prélogie, et que je la considère faisant partie, bah, évidemment, de l'univers étendu, puisque Lucas a commencé à penser à l'univers étendu, au concept d'univers étendu, après le retour de Jedi. Ça signifie bien que tout ce qui est après le retour de Jedi, c'est l'univers étendu. Et donc moi, j'ai un problème avec l'univers étendu, parce qu'il y a plein d'incohérences, du coup. Voilà, Yoda, il n'est pas du tout décrit tel qu'il est raconté ensuite. Et donc, on parle de ça. Et donc, du coup, j'essaie de détailler. Et Yoda, finalement, c'est quelqu'un qui s'est mis en marge du monde. C'est quelqu'un qui a perdu foi en tout. Évidemment, il n'aime pas l'Empire, mais il a perdu foi en l'humanité. Il considère que l'humanité ne fait pas les bons choix. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va tous finir comme Yoda. On va abandonner, quoi. Quand tu vois que les pires crapules reviennent et que les gens leur font confiance, les retweetent, les soutiennent, tu te dis, mais c'est quoi, il y a 5 ans Il y a 5 ans, il y a eu une affaire, vous avez bien vu que le gars, c'était une saleté. Et là, maintenant, vous pardonnez Morandini, comment on a pu l'accepter, quoi? C'est juste incroyable. C'est le type attouchement sur mineur. En plus, c'est horrible parce que c'est un gars, il fait genre, je vais faire un film. Et il caste des gamins et il en profite pour faire ses petites affaires. Mais c'est immonde. Et ce gars-là, il est à l'antenne aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Moi, chaque fois que je le vois, j'ai envie de vomir. Je me dis, ok, ok. Morandini, Jérém Star, voilà. Il y a des influenceurs aussi. Moi, je pardonne pas, hein. Il y a des influenceurs. Je crois que je vais finir par faire une liste. Souvenons-nous. Parce qu'il y a des influenceurs qui ont été chopés, voilà, avec des gamines ou l'autre là qui sortait avec une fille hyper jeune. J'oublie pas, hein. C'est quand je vois leur nom popper, j'ai envie de vomir. Je me dis mais putain non, quoi. Ces gars-là sont rayés. Faut rater. Voilà. Là récemment, il y en a un qui s'est fait rayer. J'espère que j'entendrai plus parler de lui. Voilà. Je dirai pas les noms. Je suis pas là pour leur faire du tort, mais si vous suivez un peu, vous êtes au courant, quoi. Tout récemment cette semaine, là, il y en a un qui a popé. Bah, j'espère qu'on n'entendra plus jamais parler de lui. Voilà. Alors oui, il va se défendre, il va aller sur son, il va aller voir il va aller voir ses, comme toujours, il va aller voir ses troupes, quoi, ses followers, et il va leur dire non, non, mais c'est pas vrai. Et eux, évidemment, comme les mecs sont fans du mec, ils vont le pardonner, mais non, faut pas, quoi. Il faut pas. Les mecs ont fauté, il faut qu'ils payent. C'est comme ça. Au Japon, quand vous faites une erreur, au Japon, un mangaka qui est pris, il est pris la main dans le sac, il prend de la drogue, d'accord? Juste ça, hein.
il fume du cannabis, c'est un truc tout con. Le mec, il va faire de la tôle, quoi. Pour un truc tout bête, il va faire de la tôle. On va plus entendre parler de lui. Il va être radié, il sera plus mangaka, quoi. Il va perdre son job. Les Japonais ils rigolent pas avec ça. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que ce sont des figures publiques. C'est-à-dire que c'est ok, c'est un truc de fou d'effacer à ce point-là. Je sais qu'il y avait parfois ça va très loin. Je sais qu'il y avait un gars qui bossait chez Sony, qui avait un groupe de musique, etc. Je crois que carrément Sony ne va plus jamais republier ses albums, etc. Bon, ça va un peu loin. Moi, je suis partisan pour foutre la paix aux œuvres. C'est-à-dire que le mec, il a fait une erreur, d'accord. Lui, il disparaît. Mais son travail, c'est autre chose. Ses œuvres, c'est autre chose. Et les Japonais, eux, ils sont un peu extrêmes. Ils vont très très loin. Carrément, eux, ils effacent l'œuvre. Ça, il faut en discuter. Ouais, c'est très bien. Il y a Misama qui dit Act Age. Effectivement, Act Age, c'est l'histoire d'un scénariste qui aimait bien se balader à vélo. Et à la sortie des collèges, il aimait bien tâter les fesses avec son vélo, en fait, en passant très vite, il touchait les fesses des étudiantes. Voilà. Et il a fait ça une à qui ça n'a pas plu. Elle a été se plaindre dans un commissariat du quartier. Et pas de chance, il y a une autre plainte qui avait été déposée juste avant d'une fille qui disait la même chose du même gars, qui avait été dans une autre école avant. Bon, bref, ils l'ont coincé. Du coup, ben, Act Age, qui était un manga qui n'était pas inintéressant, même si c'était pas parfait au début, mais il n'était pas inintéressant. Au moins, il était atypique. Donc, rien que pour ça, ça m'a été d'être encouragé. Du coup, Act Age, avec une dessinatrice, a dû s'arrêter. Parce que le scénariste, lui, a été condamné. Et tout ce qu'il faisait, c'était bon, avec son vélo, voilà, il touchait les filles en passant, voilà, mais je peux vous dire que le mec, il a été considéré comme un criminel, quoi, un genre qui tuait des gens, hein, parce que je sais pas s'il est pas parti en tôle et tout, enfin, c'est un truc de dingue, hein. Et du coup, bah, non seulement il perd son métier, mais en plus, le manga, du coup, s'est arrêté. Act Age, parce que le Shonen Jump, j'imagine, ne voulait plus le publier parce que il y avait cette histoire autour, quoi. Et c'est con parce qu'en plus, je trouve que la dessinatrice, elle m'a très sympa, mais je crois qu'elle a recommencé quelque chose. Et mais voilà, c'est un peu dommage. Ouais, mais ça arrive. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais sur le chat, qu'est-ce que vous me racontez? Ouais, il y a Avatar qui dit on arrive facilement en tôle au Japon. Ouais, moi j'ai bien aimé quand on a eu un businessman français, là je sais plus son nom, qui fait trop peur, qui était parti en tôle et qui bouffait que du hay. J'ai adoré. Ah là, c'était mon feuilleton préféré à ce moment-là. Je regardais, je me disais ah, il est midi 40, j'étais censé faire une demi-heure les gars. J'ai dépassé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas bon ça. Alors oui, vite fait du coup, puisque je suis censé avoir fini. L'écran figé derrière, c'est Rez. En fait, il y a vraiment le jeu. Sauf que, en fait, je peux pas jouer. Ce que vous voyez là, c'est un écran figé. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment on appelle ça. Le logiciel qui me permet de partager, il aime pas le jeu. Voilà, donc il y a l'écran figé et je peux rien avoir d'autre. Vous voyez, j'ai essayé toutes les façons et donc, mais j'ai laissé parce que j'aime bien Rez. Je voulais avoir un écran différent. Mais en fait, l'écran est figé. En vérité, là, il y a des animations. En vérité, là, vous avez l'écran qui défile. Et vous avez des petits vaisseaux qui passent. Mais là, c'est figé. Donc, c'est-à-dire que je peux même pas lancer le jeu. Mais c'est pas grave. C'est bien parce que le gars qui fait les miniatures et qui met les lives sur YouTube, du coup, il mettra Rez. Et je suis content parce que ça parlera un peu de Rez. Et Rez, c'est un très bon jeu. Je me demande si c'est pas le meilleur jeu Dreamcast, Rez. Ouais, parce que la Dreamcast, elle a pas beaucoup de bons jeux, mais elle a quelques chefs-d'œuvre quand même. Voilà, il y a Shenmue, qui même s'il a des tares, il est assez atypique pour être considéré comme un jeu incontournable de la machine. Il a Soul Calibur, qui était incroyable, hein, qui était vraiment arcade perfect. Je sais pas si on peut dire pixel perfect, mais il était plus que pixel perfect, quoi. Il était arcade perfect. Vous aviez la borne chez vous, c'était incroyable, hein, Soul Calibur. Il y avait, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Beaucoup d'adaptations d'arcade en fait. Il y a eu beaucoup d'adaptations d'arcade sur Dreamcast qui étaient tout à fait valables et identiques à l'arcade. Il y avait Guilty Gear qui était très bien. Il y avait Street Fighter 3, le Third Impact qui était très bien. Ouais, il y a eu quelques jeux comme ça, voilà, qui étaient de l'arcade. Mais après, moi, l'arcade, les jeux d'arcade j'aime bien, mais pas longtemps. Voilà, les jeux d'arcade c'est fait pour être fun, mais c'est rarement profond un jeu d'arcade. C'est sympa, mais après voilà, je m'en lasse très très vite. Mais voilà, il y a eu quelques perles ouais, sur Dreamcast. Il y a des jeux qui. Ah, il y a eu Resident Evil 4, enfin, pas Resident Evil 4, pardon, à l'époque c'était le quatrième, mais ensuite il y a eu Resident Evil 4, du coup c'est plus le quatrième. Il y a eu Code Veronica, qui était très bien. Voilà, quand on l'a fait à l'époque où il est sorti, Code Veronica, il était impressionnant. Ouais, Code Veronica était un chef-d'œuvre de la machine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je réfléchis. Je ne retrouverai pas, mais ouais, il y a eu bien une dizaine de bons jeux. Il y a eu un Berserk quand même, qui n'est pas un très très bon jeu, mais quand même quoi. C'est un jeu très sympa avec une chanson de Susumu Urasawa quand même qui s'est occupé de la bande son de l'animé des années 97.
qui est de l'année 97, qui est quand même intervenu sur le jeu, quoi. Donc, non, non, c'est un bon titre. Le jeu, en termes de jeu, il est un peu vieilli, en termes de mécanique de jeu d'action, il a vieilli, mais il y a un Berserk qui est très sympa, quoi. D'ailleurs, il me semble que carrément la pochette, je sais pas si, je suis pas sûr que ce soit Miura la pochette, mais je sais pas si c'est pas Miura, hein, carrément la pochette du jeu. Donc c'est un jeu mythique, légendaire que j'ai d'ailleurs. Donc c'est, oh, ouais, il y a une dizaine de trucs assez intéressants sur Dreamcast. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, je penche ma tête en bas à droite et je les vois d'ici. Je pourrais carrément, j'en ai très peu, je dois en avoir 4 ou 5 sur Dreamcast. J'en ai gardé très peu, c'est pour vous dire, ouais, c'est pas. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai gardé. Parce que Code Veronica, je dis sur d'autres consoles. Attendez, je vais les prendre. Vu qu'il y en a une poignée, je vais juste attendre la main. Qu'est-ce que j'ai gardé? On a Sonic Adventure, ça c'est sûrement c'est pour NIB, parce qu'elle est fan de Sonic. Ah, il y a King of Fighters Dream Match, qui est un très très bon. Moi, c'est mon préféré. C'est mon portage de King of Fighters de préféré, toutes consoles confondues. D'abord, ils ont rajouté du dessin animé, ce que je trouve ça très cool. Ensuite, il est bien. Il y a un bon roster, comme disent les connaisseurs. Il y a Daytona USA, qu'on a gardé, qui est pas très maniable, mais qui est très chouette et qui est plus proche de l'arcade que la version Saturn. Ah, j'ai Lodos War, Lodos Tosenki, donc quand même c'est une licence qui à l'époque était très connue. Et le jeu est très bien en plus. Voilà. Attends, on dirait. Il y a marqué illustrateur, mais il y a 5 kanji, je pourrais pas traduire. Mais on dirait l'illustrateur de Macross. Minkimoto. On dirait du Minkimoto. J'ai Berserk. Non, vu la gueule, quoi que si, ça pourrait être du Mura. Vu le coloriage. En tout cas, ça tente d'imiter le coloriage de Mura. Je reconnais pas la tête, mais ça pourrait être Kentaro Mura. Ouais, ça pourrait être lui. Ouais, Berserk. Et Soul Calibur, voilà. C'est les seuls que j'ai gardés. Bon, il y en a quelques autres qui sont bien. Mais je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà sur d'autres consoles. La Dreamcast, c'est pas une console que je compte relancer. Ouais, j'y joue jamais. Elle a fait son temps. J'ai joué, je me suis bien régalé. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui me demande, fais voir, je sais pas pourquoi, je vis tant. Ouais, c'est le soir. Donc c'est NIB qui vient nous faire, nous partager. Voilà, donc c'est la dessinatrice qui intervient et qui vient nous partager ses connaissances. Elle vient fièrement nous dire oui, c'est bien du Mikimoto, donc, et elle dit c'est bien du Miura. Donc j'avais raison pour les deux. Ce qui prouve que je suis un scénariste. Si vous êtes dessinateur et qu'un jour vous voulez travailler avec moi, vous devez vous méfier de moi. Je suis un scénariste que vous ne pourrez pas bluffer. Si votre dessin est pas bon, s'il y a un défaut, s'il y a un truc qui va pas, je le verrai. Vous voyez? Donc je suis un scénariste qui a le pouvoir d'un dessinateur. C'est-à-dire que quand il y a, je vois le travail d'un autre dessinateur, même si, parce que je vais vous dire un truc, c'est du Mikimoto médiocre, ce que j'ai vu là. Ouais, il est meilleur que ça, Mikimoto. C'est pour ça que j'ai un peu douté parce que je me suis dit c'est du Mikimoto facile ça. Et pareil, Mura, voilà, il a fait le taf. Il s'est dit bon, c'est pour une cover. Donc il a fait un gros zoom sur un visage, donc c'est la façon facile, c'est pour faire un dessin plus rapidement. Mais par contre, il s'est appliqué, Mura. Je me demande s'il n'y a pas un de ses assistants, je vous le dis, hein, qui s'est un peu impliqué dans le. Parce que il est pas très doué pour faire des visages, Mura, en fait. Surtout quand il y a de la couleur. Et là, je trouvais que c'est un profil. Et le profil est un peu mieux que ce que fait Mura. Donc il a peut-être travaillé avec un de ses assistants. Je sais pas si vous avez vu Isayama. Il y a le truc le plus intéressant qui se soit passé là récemment avec Isayama qui était invité à Angoulême. Il y a eu une petite interview et à un moment, il dit qu'il avait 2 assistants. Et ces 2 assistants, c'est l'auteur de Blue Lock et l'auteur de Spy Family. Voilà, ces 2 assistants sont les auteurs donc de Spy Family et de Blue Lock. Et j'aime beaucoup parce que à un moment il dit que en fait c'est à partir du moment où il a eu ces 2 assistants, son manga s'est amélioré graphiquement. Donc vous imaginez, et Naibi elle fait Orion en ce moment, je vous rappelle qu'il y a 4 volumes disponibles sur Amazon, le 5e arrive, elle le fait tout seul. Elle est toute seule pour faire Orion. Donc je sais que c'est un peu lent, mais elle est toute seule. Imaginez-vous, Isayama, il avait une pléthore d'assistants, on en connaît. Il a dit le nom de 2, les autres on les connaît pas. Et les 2, c'est 2 mecs qui sont capables de faire des putains de mangas. Enfin, je veux dire, Spy Family, c'est un manga tout à fait correct. Et Blue Lock, c'est un manga super bien dessiné. Hein. Le mec, il avait ça avec lui. C'est comme si Naibi, elle avait l'auteur de Chainsaw Man et l'auteur de. Qui on peut prendre d'autres? Qui est-ce qui m'a tapé dans l'oreille récemment? Ah, et c'est Dan Dadan? C'est ça, Dan Dadan, je crois. C'est comme si elle avait l'auteur de Dan Dadan et l'auteur de Chainsaw Man qui, là, en ce moment, dans sa chambre, bossait avec elle sur Orion. Vous comprenez la difficulté pour un dessinateur européen d'affronter la machine japonaise?
Bon, quand je dis affronter, on les affronte pas, mais on veut au moins être respectueux de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'on a tous grandi avec eux et on veut pas leur faire honte. Vous voyez, on veut faire honneur à nos maîtres, à ceux qui nous ont fait, à ceux qui nous ont inspirés. Et vous vous rendez compte de la difficulté? C'est pour ça que quand je vous dis aujourd'hui, il y a une dizaine de mangas, donc ce que j'appelle des mangas faits par des Français et pas des mangas français, des mangas faits par des Français, il y en a une dizaine aujourd'hui qui n'ont absolument rien à envier aux Japonais. Je peux vous dire que moi je suis hyper fier de ces mecs. Même si je sais qu'il y en a un ou deux dans le tas qui m'aiment pas, parce que bah, je suis auteur sur Orion, donc ils me considèrent comme un adversaire, ce qui est idiot, mais c'est pas grave. Du coup, je vous ferai pas de la pub, tant pis pour vous. Ah, soyez sympa et moi je serai sympa, voilà. Mais il y en a, je sais qu'il y en a un ou deux, voilà, qui m'aiment pas. Et quand je dis qu'ils m'aiment pas, c'est pas des on-dit ou autre, hein, c'est que ils ont fait deux trois, il y a eu deux trois maladresses, du coup, qui ont fait que bah ils se sont un peu vendus quoi, et ils se sont un peu trahis. Et j'ai rien contre ça, on peut pas tous s'aimer, voilà. Et là, je peux pas plaire à tout le monde. Heureusement, si je plaisais à tout le monde, je m'inquiéterais. Ça signifierait que je suis une espèce de Walt Disney ou un manipulateur. Donc si je plais pas à tout le monde, c'est que je suis entier, donc ça me va. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour vous dire, dans les 10, moi je me fous pas mal des. C'est pas parce que j'aime pas quelqu'un, ou c'est pas parce que quelqu'un ne m'aime pas, que je vais juger son travail en se disant que c'est pas bien, ou. Voilà. Je juge le travail. Et alors ça, c'est à double tranchant. C'est que moi je juge, je vais être honnête. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un mec, par exemple, a du succès, et que tout le monde l'aime, que je vais vous dire que j'aime ce qu'il fait. Et donc ça peut créer des problèmes. Ouais, One Piece, c'est pas un manga qui me fait rêver. Je trouve que c'est très bien ce que fait Oda. Je trouve que en termes de produit, je serais éditeur, je serais content d'avoir One Piece. C'est un produit parfait. C'est-à-dire que Oda fait exactement ce qu'il faut. En termes de quantité, en termes d'orientation, c'est exactement ce qu'il faut pour toucher les nouvelles générations. C'est-à-dire qu'Oda a parfaitement compris comment pensent les nouvelles générations. One Piece, c'est un peu le rap du manga. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour les nouvelles générations. Donc t'es éditeur, c'est du pain béni quoi. Tous les jours, tu embrasses, pas sur la bouche, mais tu embrasses Oda parce qu'il fait exactement ce qu'il faut. C'est du commercial de génie, One Piece. Mais du coup, moi, je suis pas la cible. Donc, je peux pas vous mentir. Si j'étais un pleutre, et si j'étais, vous savez, le genre de gars qui a parfaitement conscience que c'est une grosse communauté, du coup, il faut lui faire de la nique. C'est-à-dire que du coup, il faut la flatter, il faut la séduire. Je vous dirais, oh non, c'est trop bien, One Piece. Mais c'est les mecs qui vous disent ça, ils font ça pour vous exploiter. C'est des hypocrites. Ils font ça parce qu'ils savent que vous aimez One Piece. Non, ne soyez, il faut être honnête. Il y a des gens, tout le monde ne peut pas aimer One Piece. Donc, quand tout le monde vous dit qu'ils aiment One Piece, vous savez qu'il y a des menteurs au milieu. Ben moi, je suis la partie sincère. One Piece, c'est pas pour moi. Je suis trop vieux pour One Piece. Je suis beaucoup trop vieux pour One Piece. Mais je reconnais que One Piece, c'est pour la jeune génération, c'est le truc qui est parfaitement bien étudié. Voilà. Si le but c'est de vendre, et c'est le but au Japon. Je vous rappelle qu'au Japon, les mangas, c'est pas considéré comme des œuvres artistiques. D'ailleurs, Isayama le rappelle. Au Japon, ce sont des œuvres commerciales. C'est-à-dire que Oda, c'est celui qui actuellement, enfin moins maintenant, il y a un déclin quand même, c'est évident, depuis Wano, mais jusqu'à un peu avant Wano, on va dire jusqu'à Enies Lobbies, bon, ça nous ramène plus loin, mais jusqu'à Enies Lobbies, il y avait quand même quelque chose, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce gars-là, il avait trouvé sa voie, et il avait trouvé, j'ai envie de dire, la bonne fréquence. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est un autre, c'est pas un problème, mais Dragon Ball, on fait les frais aussi. C'est qu'au bout d'un moment, quand un titre a bien marché, après, si vous voulez, il vit sur sa réputation. C'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus la réputation en fait de One Piece que les gens aiment, sans s'en rendre compte. C'est qu'il continue, un peu comme One Piece fait partie de la famille de certaines personnes aujourd'hui, de beaucoup de gens. Et donc, même si c'est pas bon, les gens ne regardent pas. On pardonne plus à un proche, à un ami, à quelqu'un de notre famille, qu'à un étranger. C'est logique. Qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'à un voisin, qu'à quelqu'un qui est loin de nous. C'est logique. Donc, si vous voulez, One Piece aujourd'hui, c'est devenu un manga familier pour tout le monde. Tout le monde connaît, même les gens qui n'aiment pas. Vous voyez, tout le monde connaît. Et c'est incontournable. Enfin, c'est incontournable. C'est-à-dire que même si tu veux voir autre chose, tu verras sur Twitter, tu verras One Piece en tendance. Tu peux pas y échapper. Donc tout le monde finit par connaître. Du coup, on lui pardonne tout. Ouais, mais si ça avait été, je pense que si un autre mangaka avait commencé avec une histoire comme Wano, vous voyez, dessinée avec le même niveau que Wano, ça n'aurait jamais marché. Ah, j'en suis convaincu. Simplement, bah, c'est comme Dragon Ball Super. Je pense que si on avait eu le niveau de qualité de Dragon Ball Super, la scénarisation de Dragon Ball Super, qui avait débarqué sans Dragon Ball avant, personne n'aurait accroché. Ce qui est normal. Mais, voilà, il y a les œuvres légendaires. Et les œuvres légendaires, elles peuvent ne rien faire. Elles peuvent se croiser les bras et elles continuent de vendre. Voilà, il y en a plein au Japon. Il y a Conan Detective. Le Conan Detective, ça fait des années que ça ne raconte plus rien. Mais c'est pas grave. Ça a tellement marché que les Japonais adorent ça. C'est vrai qu'en Occident, on connaît pas trop. Mais au Japon, ils continuent. Lupin. Moi, j'adorais Lupin quand j'étais gamin. Mais Lupin, il est mort depuis longtemps, hein.
Ça fait longtemps que Lupin ne raconte plus rien. C'est toujours la même chose, hein. C'est une boucle, hein. C'est une boucle temporelle. Et les Japonais adorent tout le temps. Ils adorent toujours. Tous les ans, il y a au moins un téléfilm Lupin. Et en fait, ça raconte plus rien. Mais ça fait des années que ça raconte plus rien. Mais c'est comme ça a été trop célèbre. Doraemon est comme ça. Sazae-chan aussi. Voilà, il y a plein de mangas comme ça, qui sont inconnus en France, qui continuent au Japon. Si vous regardez un épisode, vous vous dites, mais pourquoi les Japonais regardent ça? Ça a le goût de l'eau. Ça a le goût de l'eau. Vous êtes devant, vous faites, ok, il n'y a rien. Mais ouais, mais c'est nostalgique. C'est devenu comme c'est un membre de la famille. Les Japonais continuent de regarder ça parce qu'ils ont grandi avec. Ouais, et je suis pas hyper fan de ça. Moi, je considère que quand une œuvre est fatiguée, quand une œuvre a dit ce qu'elle avait à dire, il faut s'arrêter. C'est pour ça que je relance toujours ce concept de c'est le public qui doit choisir la fin. C'est à vous de dire quand un manga finit. C'est pas au manga à définir. Quand vous arrivez à un manga, c'est un peu comme un jeu vidéo. Vous jouez, à un moment vous dites voilà j'en ai marre. Vous avez le droit. Hein. Même un livre. Vous lisez un livre, vous dites bon moi j'en ai marre. Vous avez le droit. Et vous dites pour moi le livre s'est arrêté à la moitié. La première fois que j'ai lu 1984, j'ai failli arrêter à la moitié. Pourquoi? Parce que la première partie du livre, c'est une histoire d'amour qui se passe mal. C'est un mec et une femme qui essaient de se cacher parce qu'il y a des caméras partout, ils sont surveillés. Le milieu du bouquin, c'est les chroniques du monde dans lequel ça se passe. Donc c'est les chroniques de notre monde, c'est hyper chiant à lire. C'est des chroniques, ça raconte rien. C'est des dates, il y a marqué, je sais pas moi, 72. En 72, le président machin est élu. 73, en 73, le comité de machin a été voté. 75, oui, la récession de... Et c'est comme ça pendant des pages et des pages et des pages. Un truc de malade. Et c'est hyper chiant à lire. Et j'ai failli m'arrêter là. Je me suis dit, bah non, je vais pas lire ça. J'ai passé les pages et j'ai vu qu'après, l'histoire reprenait. Heureusement. Et donc j'ai repris l'histoire. Mais j'ai sauté ces pages avec plaisir parce que moi, ça ne m'intéressait pas de lire ça. Voilà. C'est vous qui devez choisir. Quand vous regardez Death Note, si vous pensez qu'à la mort de L, Death Note s'arrête, vous avez le droit. Si vous regardez Dragon Ball et que vous pensez qu'à la mort de Freezer, bah, c'était le meilleur de Dragon Ball et qu'après ça commence à se répéter, vous avez le droit. Moi, c'est ce que je fais. Si vous pensez que Meruem, c'est le personnage le plus intéressant de Hunter x Hunter, du coup, quand il meurt, bah, c'est la fin, c'est le pinacle. Togashi fera pas mieux, aura pas meilleur personnage. Vous avez le droit. Et moi, je pense comme ça. Après, ça ne veut pas dire que le reste est mauvais. Berserk, si vous voulez arrêter l'éclipse, parce que bah, l'âge d'or c'était le meilleur de Berserk, vous avez le droit. Après, ça veut pas dire que c'est mauvais, vous pouvez continuer. Mais vous pouvez continuer en vous disant, je regarde un univers étendu. C'est-à-dire que l'histoire, pour moi, s'arrête à l'âge d'or. Après, c'est une espèce de... C'est comme Star Wars. Vous regardez les 3 premiers films, ça racontait quelque chose. Après, c'est l'univers étendu. Vous pouvez regarder. Hein. Moi, j'ai regardé Star Wars Andor. Je suis curieux de voir... je sais plus, il y avait un autre truc, il y avait un projet là. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. J'ai bien aimé Rogue One. Voilà. J'ai pu revoir le 7e et le 9e épisode avec plus de plaisir parce qu'il y a un acteur que je connais un peu mieux maintenant, donc Adam Driver, dedans. Et du coup, je les ai mieux appréciés. C'est pas des bons Star Wars, ça sera sûrement jamais des bons Star Wars, mais c'est des Star Wars propres. Contrairement à celui de Ryan Johnson qui est en plus d'être un fourre-tout, un peu n'importe quoi, je trouve qu'il est pas intéressant. Mais le 7, qui est une redite, une repompe du premier Star Wars, enfin donc du 4, il passe, même s'il y a des choses vraiment il faudrait couper, il y a des trucs qu'ils ont dû couper en montage, mais il passe, c'est-à-dire il est vraiment, c'est pas un bon film, mais c'est un, je sais pas comment dire, il passe, voilà, il passe. Moi j'avais vu au cinéma à l'époque, j'étais sorti, j'étais ni heureux ni déçu, je m'étais dit bon ouais, c'est à peu près ce qu'on était en droit d'attendre vu ce qu'ils sont capables d'écrire aujourd'hui. Et le dernier, donc le huitième, donc le huitième, il est, voilà, on va dire qu'il est correct. Il fait suite. C'est pas des bons films. Mais j'avais pas craché dessus en disant oui, c'est de la merde. Non, c'est juste qu'ils sont très très pleutres en fait. C'est des films pleutres. Voilà, c'est des films qui prennent aucun risque. C'est des films qui font du Star Wars tel qu'on a le droit de l'attendre. C'est des films fatigués, c'est des films fainéants. Mais ça cesse regarder. Voilà, c'est propre. J.J. Abrams c'est un bon réalisateur. Voilà, grâce à lui, du coup, bah, ça passe. Voilà. Il faut les regarder pour Adam Driver, qui décidément est un bon comédien, mais pas plus. Voilà, donc il est 12h59, j'étais censé faire une demi-heure, on aura fait 1 heure. C'est pas mal. Je vous rappelle avant de vous quitter que je dois lire les crédits. Voilà, puisque bon, on arrive à la fin. Je regarde sur le chat si vous me racontez quelque chose. Il y a Issat qui dit Andor c'était cool sérieux. Alors très précisément, Andor, ça commence, c'est chiant. D'un coup ça devient génial, et la fin elle est moyenne. Voilà, il y a 3 états dans la saison. Et en ce moment je regarde une série qui s'appelle Sévérance. Et le début est troublant. Et j'ai lu, c'est pas moi qui le dis, j'ai lu sur Wikipédia, et c'est pour ça que je vais tenir toute la saison. J'ai lu sur Wikipédia que ensuite ça devient un peu ennuyeux, et après ça devient génial. Donc c'est bien de découper les saisons, au moins en 3 parties,
Vous voyez, pour les juger plus précisément. Et Andor, au début, vous allez vous ennuyer. Andor, au début, réellement, sans mauvais jeu de mots, Andor. Ensuite, il y a un passage dans la prison, il est génial. Là, c'est du génie. C'est le meilleur truc que j'ai vu sur. Je crois que c'est le truc le mieux que j'ai vu sur Star Wars depuis le retour du Jedi, quoi. Ou même depuis l'Empire contre-attaque, quoi. C'est juste excellent. Vraiment. Le passage dans la prison, j'étais stupéfait. L'écriture est parfaite du début à la fin. À partir du moment où il entre dans la prison jusqu'au moment où il la quitte, j'ai rien à dire. Et là, attention, pas en tant que spectateur. Hein. En tant que scénariste, j'ai rien à dire. Le mec, il a fait son taf. Ça, c'est très bien écrit, la fin est géniale. C'est très bon. Et après, ça redescend pas aussi bas que le début, mais ça redevient un peu quelconque. Voilà, mais le passage de la prison, moi j'aimerais qu'on refasse toute la saison que dans la prison. Parce que j'étais stupéfait. Même je crois que je les ai vus d'affilée. J'arrivais pas à arrêter. Je regardais les épisodes, je m'arrêtais plus. Parce que je me disais, mais c'est incroyable. C'était génial, la prison. Voilà. Le début est vraiment très ennuyeux. Il se passe rien. Et la fin, c'est moyen. Ça passe. C'est très moyen. Voilà. Donc, je vais lire le. Vous rappelez, je vous avais expliqué ça. Je vais lire les crédits. C'est quoi les crédits? C'est le staff. C'est les gens qui ont mis des subs, etc. Comme je le fais plus au milieu pour pas couper, parce que c'est idiot, je le fais à la fin. Et du coup, je lis les noms même de ceux qui se sont abonnés il y a une semaine, par exemple. Vous voyez, je lis tous les noms. Donc, on va remonter. Alors, attendez, je m'installe. Je suis passé je suis devant mon Mac. Alors, ça remonte à quand? Il y a 7 jours. Il faut que je me rappelle où je me suis arrêté. Je m'étais arrêté. Est-ce que je m'étais arrêté à celui où j'avais commencé? Non, voilà. 7 jours, 7 jours. Donc 7 jours, c'est la semaine dernière. Voilà. On va reprendre à 3 jours. Donc il y a 3 jours, vous a suivi Yuju. Donc merci Yuju qui m'a suivi. Avant-hier, il y a MXRN11. Donc merci MXRN11 qui me suit. On a, il y a une demi-heure, Chizoa qui m'a suivi. Merci Chizoa. Il y a Nawaka qui a pris un abonnement il y a 30 minutes. Donc un grand merci Nawaka. Donc tu es la personne du jour. On a Ekahu qui nous a suivi aussi il y a 12 minutes. Donc bienvenue Ekahu. Voilà, ça me fait plaisir. Donc il doit être, j'imagine, il est sur le chat. On a Gohusan qui a renouvelé son abonnement de niveau 1. Il me dit, il y a tous les détails, je vais pas tout lire. Altef4 aussi, qui offre un abonnement, mais à l'instant quoi. Allez, oh le petit malin, oh là là. Le stratège, on a un stratège. Altef4, il a... C'est le plus fort. Bon, j'ai rien à dire, c'est le plus fort. En plus, je dois te répondre, je crois que c'est toi. Tu m'avais envoyé un message sur Patreon. J'ai pas répondu. C'est le plus fort. Altef4, comment il m'a eu? Au moment où je suis sur la fin. Bravo, bien joué. Non, je m'incline, je m'incline. Il y a un moment. Là, c'est du grand scénario. Vous voyez, là, c'était tricky. On appelle ça la frappe chirurgicale. En plus, ça me parle beaucoup ce que tu dis là parce que je viens de terminer EDF, donc Earth Defense Force. Et Earth Defense Force, il y a 4 classes. On peut jouer. Il y a il y a une classe qui s'appelle les Fencers. Les Fencers, c'est les mecs avec des grosses armures. Il y a les filles. Les filles, elles volent en fait. Elles ont des ailes comme ça. En gros, elles s'occupent de tout ce qui est attaque aérienne. Il y a le héros, c'est en gros c'est c'est la classe que tout le monde prend par défaut. Il a des ailes dans le dos, donc il peut faire manifestement des sauts assez hauts, mais il court en fait, il court assez vite. Et il y a justement le mec qui s'occupe des frappes chirurgicales, qui s'appelle le je sais plus quoi, Air Ranger. C'est pas Ranger, mais c'est un truc comme ça. Air quelque chose, Air Raider je crois, peut-être. Et ce gars-là en fait, c'est un mec qui court tout doucement. Donc j'ai passé les 110 missions avec un gars qui se traîne. On peut même pas appeler ça courir, il marche. Donc le seul moyen d'avancer un peu, c'est de faire des roulades. Donc je jouais en faisant des roulades. Pour échapper à des araignées géantes, des milliers d'araignées géantes qui envahissaient la ville, je faisais des roulades. Mais son truc à lui, c'est les frappes chirurgicales. C'est-à-dire qu'en fait, il a, vous voyez, dans Akira, le satellite, c'est-à-dire que et du coup, je me suis régalé, parce que ça a été très dur. Je suis mort beaucoup de fois. Enfin non, je suis pas mort tant que ça. J'ai dû mourir sur 110 missions. Oh, j'ai dû mourir moins de 10 fois. Et son truc à lui, c'est qu'en fait, par exemple, il a un laser, c'est un petit laser, tout minable dans sa main. Il vise un endroit, ouais, et en plus, ça peut aller assez loin. Et ça déclenche le tir d'un satellite, donc dans une zone définie. Et en fait, tout le jeu, c'est ça. En fait, vous jouez avec un mec qui a peu de défense, vous voyez, c'est vraiment le petit gars, il a pas d'armure. Mais il peut demander à des satellites de détruire des zones de la ville, et ça, c'est génial. Du coup, j'ai trouvé le concept tellement intéressant, voilà, que j'ai joué. Du coup, bah voilà, c'est raccord. La frappe chirurgicale, ça fait là pendant une semaine ou même un peu plus, parce que je crois que je dois avoir 50 heures de jeu. Pendant 2 semaines, j'ai passé mon temps à faire des frappes chirurgicales. Du coup, ça m'amuse, voilà, que tu dis ça. Donc merci Altef4, évidemment.
J'ai envie de dire que tu es un des piliers finalement de ce live parce que bah voilà quoi, tu soutiens à mort et ça nous fait très très plaisir. Voilà. Que devais-je dire? Ah oui, je vais, avant de partir, c'est bien, je suis devant mon Mac, du coup j'ai accès à d'autres pouvoirs. Parce que là, du coup, je peux aller, par exemple, pendant que je vous parle, je vais sur Twitter là. Et je vais vous partager un lien, je vais vous demander de le retweeter. Non, sans déconner. Je profite. Bah oui, oui, je vais vous demander de le retweeter. Voilà. C'est-à-dire, vous allez le faire. C'est vraiment, vous allez retweeter ce que je vais. Alors attendez, j'y vais. Je vais mettre le lien sur le chat. Comme ça, vous pourrez y avoir accès pour les flemmards. Vous pourrez juste cliquer et vous y rendre. Alors, attendez, il faut que je trouve le message. Et c'est pour Orion, évidemment. Et pas que. C'est aussi un peu pour l'attaque des titans. Voilà, c'est un dessin de... Pour ceux qui ne l'auront pas vu, c'est bien, vous le découvrirez. Là, je vous mets le lien. J'écris... Alors, j'écris à retweeter impérativement. Voilà. Et j'écris... Et je mets un smiley ou pas? Vous avez besoin de smiley? On a l'impression que vous êtes tous des gogoles. C'est l'impression que ça donne, hein. Et que vous avez besoin de smiley aujourd'hui, sinon vous comprenez pas. C'est ce que me dit Twitter. Twitter me dit, mets des smileys. Regarde, c'est des gogoles, ils comprennent pas. Le monde d'aujourd'hui, quoi. Je vous mets qui je peux vous mettre Cifre je sais pas. Qui on met Sarks. Ah bah je vais mettre Sarks puisqu'il y a Sarks sur le dessin. Voilà. Donc. Ah j'ai écrit à retweeter mais il me l'a changé. Il aime pas les mots anglais manifestement. À retweeter. Voilà. Impérativement. Il m'a mis à remettre à la place. À retweeter impérativement. Et je vous mets le lien. C'est un message sur Twitter. Vous posez pas de questions. Voilà. Juste retweetez-le. Si ça vous plaît, vous pouvez aussi le liker en plus, hein, mais ça, là je vous laisse libre. Ah non, non, faut pas déconner, quand même pas d'abus. Je veux pas manipuler les gens, faut pas déconner. Pas de manipulation. Retweeter, oui, retweeter. Mais liker, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez si vous avez envie. Voilà, je vous mets le lien tout de suite. Là, attention, tac, il y est. Voilà, il y a une petite, mon petit message. Je sais même pas mettre en. Comment on met pour. On peut mettre en surbrillance. Je sais même pas comment on fait. Épingler ce message. Si j'épingle, il se passe quoi? Allez, j'épingle. Je sais pas s'il se passe un truc. Je sais pas ce que ça fait. Je sais même pas si je peux le... En fait, je sais pas comment ça marche. Je crois que je me suis trompé, j'ai pas épinglé le bon. Alors attendez, je reviens en arrière. Épingler, c'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Ah oui, il se met tout en haut, d'accord. Période personnalisée, 20 minutes. Ouais, 20 minutes c'est bien, c'est très bien. Voilà, il est épinglé. Ah bah c'est bien, on peut épingler... Ah vas-y, je découvre un truc, c'est intéressant ça. Je vais en épingler des trucs la prochaine fois. Donc voilà, à retweeter impérativement. Mais je vois pas le lien. Il a mis le lien ou pas? Oui, ça y est. Oui, il faut cliquer. Ah, en fait, il me met qu'un morceau du message. Voilà. Donc, ah, je vois qu'il y a aussi Naibi qui le met. À retweeter impérativement. Ne vous posez pas de questions. Juste vous, voilà, vous retweetez. C'est rien. C'est rien. C'est pas un prélèvement d'organes. Vous inquiétez pas. Pour ceux qui se rappellent de Meaning of Life, le sens de la vie des Monty Python. Rappelez-vous, il y a un super sketch comme ça. C'est deux mecs qui débarquent chez un gars. Le gars comprend pas. T'as deux infirmiers qui disent vous êtes bien, monsieur. Alors, je sais plus son nom, monsieur Samuel machin. Il dit oui, c'est moi. Et il dit mais vous êtes qui? Enfin, je comprends pas. Il dit bah vous avez signé une carte de don d'organes. Le mec il comprend pas. Et il rentre chez lui, il force et en fait ils lui prennent son sans l'endormir. Il le coince sur la table, il lui ouvre le ventre. Il dit ah ils ont la carte. Ils vont regarder votre carte. Vous avez signé don d'organes et ils lui prennent son estomac. C'est horrible. Et voilà. Bon, c'est les Monty Python. Donc c'est particulier. Moi j'aime bien. Ça me fait rire. Ils avaient une outrance ces gars-là. Bon. Voilà. Donc on va se laisser là. Alors oui, évidemment, je retourne à la place qui est la mienne, c'est-à-dire devant mon écran. Je vous rappelle, donc n'oubliez pas, retweeter vraiment, hein. Il faut soutenir parce que c'est cool. Voilà. D'abord, c'est rare que NIB nous fasse un fan art voilà, d'un animé en plus hyper connu. C'est l'attaque des Titans. Voilà. Donc si vous êtes fan de l'attaque des Titans, et c'est Sarks. Vous l'avez pas reconnu? Sarks en Titan, quoi. Donc voilà, donner de la visibilité à cette chose-là. Donc je retourne à ma place, à la place qui est la mienne, et je vais vous lire une petite phrase, comme toujours. Je vais lancer les dés quand je pense que je suis censé faire une demi-heure. Je me rate à chaque fois. Non mais j'y arriverai. J'y arriverai. Je finirai par y arriver, vous verrez. Alors, je prends mes 3 dés. Je détaille tout ce que je fais. Comme un dentiste ou un médecin qui exerce bien son métier. Parce que je vous rappelle que les médecins et les dentistes doivent vous détailler tout ce qu'ils vous font, et c'est à vous de décider.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, logiquement, ils vous forcent pas. Un dentiste, il vous explique ce qui se passe, il vous explique la situation, il vous dit par exemple vous avez une caille, mais vous êtes pas obligé. S'il vous dit je peux vous l'enlever, enfin je peux vous l'enlever, mais s'il commence à dire ah vous avez une caille, je vais vous l'enlever, c'est parce que juste il veut vous le payer. Donc non, non, logiquement il vous dit ah il y a une caille. Mais vous, même vous limite vous pouvez dire je peux vérifier. Il y a vraiment une caille, ouais, si vous avez un doute. Un médecin, un dentiste, enfin n'importe quel corps de ce métier-là, doit vous proposer. Sinon il y a violence. Et ouais, devant la loi. On doit vous proposer et vous avez le choix. Vous pouvez refuser. Voilà. Donc je lance les dés. Je me rapproche pour que vous entendiez le bruit des dés. Ce qui donne un 361. Et j'oublie la petite phrase avant de vous dire au revoir. 361. Souvent, celui qui sait faire ne sait pas comment, et celui qui sait comment ne sait pas faire. Je vais vous la relire. Je vous rappelle que ça provient d'un livre qui s'appelle Pensée laconique. La vérité est un mensonge qui nous plaît, qui est trouvable sur Amazon. Voilà, vous pouvez carrément. C'est un bon petit livre avec un millier de petites phrases comme ça. Plus d'un millier. Souvent, celui qui sait faire ne sait pas comment, et celui qui sait comment ne sait pas faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vous méfier de ces bouquins qui vous disent on vous apprend à dessiner des mangas, de ces gens qui vous disent moi je suis professeur de manga, de ces livres qui vous disent moi je vous apprends à écrire. Il faut se méfier. Et la bonne combine, pour ceux qui veulent acheter des livres, parce que ça peut être intéressant, hein, moi j'en ai lu plein, des livres de conseils, des livres comme ça, des guides. Si vous voulez en lire, le bon truc à faire, c'est de chercher des auteurs confirmés. C'est-à-dire que si vous voulez lire un livre sur comment écrire des bouquins, Stephen King a écrit un livre sur l'écriture, par exemple. Cherchez des auteurs qui pratiquent. Parce que, du coup, eux se posent les bonnes questions. Et c'est plus intéressant d'écouter quelqu'un qui fait les choses, qui a éprouvé les douleurs du métier, qui sait ce qu'il ne faut pas faire, qui sait ce qu'on croit sur le métier, mais qui sait ce qui est vrai parce que lui le pratique. C'est toujours plus intéressant d'écouter un gars comme ça qu'un type qui n'a jamais rien fait. Voilà. Et je sais que quand on dit des noms de script doctors, on dit des noms de gens qui n'ont jamais fait de film, ce qui est une hérésie. Alors qu'il existe un entretien, par exemple, entre Hitchcock et Truffaut, qui est brillant et très intéressant. Et ce sont deux cinéastes, ce sont deux grands. Voilà. Et ça, c'est intéressant à lire. Donc si vous voulez des méthodes, ne lisez que celles qui sont écrites par des gens qui ont une célébrité, qui sont connus dans le métier, qui ont fait beaucoup de films, ou beaucoup de livres, ou beaucoup de mangas. Je vous rappelle qu'il existe par exemple un livre sur Hiroaki Araki, enfin c'est pas sûr, mais c'est un livre où Hiroaki Araki donne des conseils. Il existe un bouquin où c'est Toriyama qui donne des conseils pour les mangas. Il en existe un, je vais pas les titres, quand vous faites des recherches, vous les trouverez. Il en existe un de... Il y a qui d'autre? Il y en a un troisième, il y en a les trois. Il y a Tezuka. Il y a Tezuka, Toriyama, Araki, au moins. Qui sont... Alors Araki, je crois qu'il est qu'en anglais, il n'est pas trouvable en français. Mais celui de Toriyama et celui de Tezuka existent en français. Et c'est vachement intéressant. Alors Tezuka, c'est un peu vieilli. Hein, c'est très vieux, Tezuka. Mais c'est pas inintéressant quand même, surtout pour l'écriture. Je trouve Tezuka. Tezuka, les conseils qu'il donne, pour le dessin, c'est daté, ça marche plus, ce qu'il dit. Mais pour l'écriture, il a des conseils qui sont assez pertinents. Voilà. Sur ce, je vous laisse, parce que là, quand même, c'est long, ça fait plus d'une heure. Je vais même pas déjeuner, vous vous rendez compte? Et c'est pour vous, hein. Prenez soin de vous, ne faites pas les foufous. Je vous rappelle que sur Patreon, il y a ma dernière objection. Voilà, donc allez sur Patreon. Voilà, j'ai besoin de vous, plus que sur Twitch. Hein. Je préfère que vous alliez sur Patreon que sur Twitch. Voilà, donc rejoignez Patreon. Surtout, on est toujours de plus en plus nombreux, donc c'est génial. Voilà, c'est, je sais plus, c'est la 132e ou 133e objection. Voilà, la dernière, elle doit faire 5 heures à peu près, presque 5 heures. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous rappelle d'ailleurs, ça je le rappelle jamais, j'ai eu un doute là récemment. Je vous rappelle que sur Patreon, ce ne sont pas des vidéos. Parce que quand, d'ailleurs je pense que je vais les enlever. Parce que sur Patreon, à chaque fois qu'on va sur ma dernière vidéo, en fait moi je mets le lien qui mène sur la vidéo YouTube. Mais je vais peut-être l'enlever. Parce qu'en fait on peut cliquer et directement voir la vidéo. Je vais peut-être mettre des images, je mettrai les miniatures. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a une personne qui m'avait contacté et il y avait une confusion qui s'était opérée, on va dire, dans son esprit. Elle pensait que sur Patreon, on cliquait et on voyait la vidéo. Et je lui ai expliqué, non, en fait, il faut télécharger. Sous la vidéo, il y a un lien. Et en fait, les vidéos de Patreon qui durent 5 heures, alors que la vidéo de YouTube, elle fait moins de 2 heures, vous voyez, 1h30, 2 heures. Donc les vraies, c'est les versions intégrales, il faut les télécharger. Elles sont en MP3. Parce que c'est plus pratique. Parce que moi-même, j'écoute des podcasts et je trouve que c'est toujours plus pratique d'avoir carrément le fichier MP3. Comme ça, quand j'ai envie d'arrêter, reprendre, etc., si je ne suis pas sur la plateforme de quelqu'un d'autre. Je préfère quand le podcast m'appartient. Et en plus, je peux les stocker. Donc parfois, je crée des dossiers thématiques et je liste des podcasts. J'en écoute pas beaucoup. Vous voyez, en ce moment, j'écoute Henri Guillemin, par exemple.
J'aime bien aussi Étienne Klein. Voilà, c'est des podcasts dans ce genre-là. Et donc du coup, je les classe par thème, vous voyez. Et je trouve que c'est génial d'avoir des dossiers avec carrément des classements thématiques. Et j'aimerais que voilà, les gens puissent faire pareil avec les objections. Puisque moi je le fais et que je trouve ça plus pratique, je me dis bah il y a plein de gens du coup qui se trouveraient plus pratique d'avoir le fichier carrément en MP3 pour pouvoir le stocker, le garder. En gros, l'objection est à vous, elle vous appartient. C'est-à-dire que si demain une plateforme de streaming quelconque ferme et que dessus il y a mes objections, vous n'y aurez plus accès. Par contre, ceux qui sont sur Patreon, elles vous appartiennent. Vous savez, c'est comme les jeux sans DRM sur GOG. C'est-à-dire que vous l'avez acheté, il est à vous. Et donc c'est pareil. Ceux qui me soutiennent sur Patreon, ben, je vous donne mes objections. Elles sont à vous. Vous les téléchargez, elles vous appartiennent. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous les stockez. Peut-être qu'un jour je vais mourir, peut-être qu'un jour mes objections disparaîtront sur YouTube. Mais vous les aurez. Vous pourrez les reposter. Et vous pourrez dire, voilà, vous pourrez vous faire de l'argent avec, je sais pas, faites ce que vous voulez. Et, ou pas, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles vous appartiennent. Elles sont à vous. Comme quand on achète un livre. C'est ma façon un peu de combattre le dématérialisé. Parce que c'est un dématérialisé qui est à vous, qui n'est pas... vous voyez, sur Twitch, bon, bah, le live, il est sur Twitch. Heureusement, voilà, il y a un gars qui le poste sur YouTube, mais il n'est pas à vous, il est à YouTube. Voilà, vous voyez, à aucun moment il est à vous. Alors que sur Patreon, les objections vous appartiennent. Donc allez sur Patreon, c'est mieux, c'est GOG, hein, c'est mon GOG en fait. Et donc allez-y, c'est la meilleure place où être pour tout simplement écouter les objections, quoi. C'est la façon la plus intelligente, en fait, finalement, de consommer des podcasts. Voilà. Donc, je vous le rappelle, il faut télécharger. Hein, elle se télécharge. Et souvent, il y a un cadeau avec. Ouais, j'appelais ça des capsules, maintenant j'appelle ça des bonus, parce que je me dis capsule. Moi, c'est un vieux mot que j'utilisais à l'époque, mais c'est mieux bonus. Donc voilà, il y a un bonus. Alors souvent, c'est un film qui est offert avec, mais ça peut être un album de musique, ça peut être n'importe quoi. Et ouais, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des illustrations. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du texte si j'en ai envie. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est vrai que souvent, c'est un film, j'ai remarqué, ou un épisode de série télé. Voilà, pour vous donner envie de voir un truc ou autre. Voilà, donc allez sur Patreon, c'est beaucoup mieux. Ouais. Mais ne regardez pas les vidéos sur Patreon. Téléchargez en fait les liens parce que c'est du podcast. Ouais, je vais maintenant que je vous dis ça, je pense que je vais aller sur Patreon là tout de suite et je vais retirer. Enfin, il y en a beaucoup à faire. Je sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire, mais je vais réinstaller les miniatures à la place des vidéos. Ça prêtera moins à confusion. Ouais. Je pense que c'est une erreur que j'ai faite depuis le début. Donc pour ceux qui ont été sur Patreon, qui n'ont pas compris, qui ont cliqué, qui ont vu les vidéos. Parce que vu que c'est arrivé à une personne, ça pourrait arriver à d'autres. En fait, non, il ne faut pas regarder les vidéos, évidemment. Sur Patreon, il faut télécharger. Je vous le dis, c'est au moins du 4 heures, c'est 4-5 heures. Donc si vous tombez sur des trucs qui durent 1h30, 2 heures, non, vous avez regardé le mauvais podcast. Donc je vais faire en sorte que ça soit plus clair. Voilà. Et je vous rappelle que sur Patreon, il y a carrément, j'ai un de mes podcasts qui est gratuit. C'est-à-dire que si vous voulez savoir à quoi ça ressemble une version intégrale d'une objection, hein, c'est-à-dire 4-5 heures, vous allez sur Patreon et vous avez directement, vous avez un petit message. Vous avez une vidéo. Alors la vidéo, ça doit être, je crois que c'est mon compte Twitch. Vous avez une vidéo, en fait, c'est une pub pour Orion qui mène à mon compte Twitch. Et dessous, vous avez une petite phrase où en fait, je vous dis pourquoi j'ai ouvert ce compte sur Patreon. Et à la fin de cette phrase, vous avez un lien. Vous cliquez sur ce lien, vous allez accéder à une page où il y a une vidéo. Vous ne regardez pas la vidéo, vous téléchargez directement donc le fichier MP3 et vous aurez en fait en version intégrale une objection. Et donc mon conseil, c'est de vous n'écoutez pas la première partie, vous passez directement à la seconde partie, vous avancez d'à peu près 2 heures, et vous aurez donc le travail que je fais pour Patreon. C'est un travail auquel vous n'avez pas accès quand vous écoutez mes podcasts sur YouTube. C'est compliqué tout ça. Hein. J'ai l'impression d'être un vendeur de PC Engine. Pour ceux qui, qui connaissent bien la console, vous savez pourquoi. Ça a été la console la plus compliquée. Et ça a fini par la tuer d'ailleurs. Parce que c'était tellement compliqué, parce qu'il fallait acheter des cartes pour la booster. Puis après la sortie, la Super Graphics. La Super Graphics, c'était la remplaçante, mais c'était pas vraiment la remplaçante. Puis il y avait des cartes qui marchaient sur la vieille console, puis sur la nouvelle. Puis la vieille console, après il fallait mettre un lecteur de CD-ROM, puis il y a eu 2 versions, il y avait le CD-ROM, puis le CD-ROM, puis le Super CD-ROM. C'est la gamme de consoles la plus compliquée qui soit. Mais moi c'est ma préférée. Du coup, comme quoi la complexité parfois aussi ça a un certain charme. Bref, je vous laisse là, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.